Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mes invités aujourd'hui. Jonathan Ayoun, auteur, réalisateur et essayiste. Il est l'auteur-réalisateur notamment de documentaires qui ont connu un vif succès. Judith Cohen-Solal, psychanalyste, auteur et essayiste, conceptrice du module pédagogique Coexiste. Après avoir écrit, entre autres, ensemble, le documentaire Histoire de l'antisémitisme diffusé sur Arte et nommé au lauréat de l'audiovisuel cette année, ils viennent nous voir pour leur livre, le bouquin de l'humour juif sorti aux éditions Bouquin. L'occasion de refaire un tour d'horizon de notre actualité brûlante, bien sûr, et de découvrir nos auteurs prolifiques ensemble. Un échange suivi de mon coup de cœur Nals à 16h sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Jonathan et Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui pour découvrir votre actualité ensemble et on va faire un tour d'horizon de vos diverses actualités depuis un moment maintenant, mais on a envie de vous découvrir pour qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Alors Jonathan, on avait fait une émission ensemble il y a quelques temps maintenant qui nous avait permis de voir plus clair sur qui vous êtes, mais on ne l'a pas fait avec Judith Cohen-Solal qui est quotidiennement dans cette émission et je vais vous demander pour démarrer 3 mots à chacun pour vous décrire. Jonathan, vous diriez quoi ? Travail, curiosité, et abnégation, peut-être voilà les 3 mots qui viennent tout de suite. Et abnégation. Et Judith Cohen-Solal ? Humour. Wow. Détermination. Ah oui. Générosité. Et générosité. On va voir si ça colle avec vos personnalités dans cette émission. Mais alors, le début, toujours le début pour ce portrait croisé. Judith Cohen-Solal, vous êtes née le 5 mars 1971 à Grenoble, dans une famille séfarade d'Algérie, du côté de votre père. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, c'est vrai que mes parents venaient d'Algérie. Mais ma grand-mère paternelle, alsacienne, elle était d'origine alsacienne. Je pense que ça a joué quelque chose parce que mes parents sont arrivés en France avant que les Juifs d'Algérie n'y arrivent. Et mon père avait eu un poste de directeur du centre communautaire de Grenoble. Donc c'était assez particulier, c'est marrant parce que du coup il était intéressé par la chose communautaire et je suis pas étrangère, on va dire. Maintenant comme enfance, c'était une enfance qui était très agréable. Il y avait beaucoup de juifs à Grenoble à ce moment-là, beaucoup de jeunesse juive aussi. Il y avait au moins 3 synagogues, si je ne m'abuse. Et puis des mouvements de jeunesse. C'était très habité par les EI, mais il y avait aussi le Bnei Akiva. Et puis on se rencontrait tous le samedi à la synagogue. On était dans un quartier où il y avait aussi d'autres juifs avec nous. Et on jouait ensemble, on se retrouvait à l'école. Voilà, il y avait un côté comme ça. Et puis de l'autre côté, il y avait quand même chez moi, chez ma mère particulièrement, une grande nostalgie de l'Algérie. Elle était institutrice et pour elle, il y avait vraiment une rupture en fait. Voilà, donc c'était très différent parce que mon père, en tout cas, n'affichait jamais la nostalgie. Puis d'ailleurs, il disait pas ça. Il était content puisque de fait, lui, il avait décidé de partir en fait. Tandis que ma mère, elle a vraiment vécu comme un drame, quelque chose de presque, on va dire, même pas presque. Elle était dans une forme de dépression, et alors c'est assez marrant, puisque c'est mon histoire. Elle est allée voir un médecin qui lui a dit, bon écoutez, la meilleure manière de lutter contre la dépression, c'est de faire une fille. Alors, il y avait déjà 2 grands frères qui étaient qui avaient déjà grands. Elle a dit, bah, pas du tout. Puis c'est trop tard, et puis je vais pas faire une fille, et puis je vais avoir un enfant maintenant. Puis c'est comme ça que je suis née. Alors j'ai envie de dire, après... Et vous auriez pu être un fils. Alors j'aurais pu être un fils. Non seulement j'étais une fille, je suis née le même jour qu'elle. Et comme je dis souvent, bah après ça, qu'est-ce que vous faire d'autre que psychanalyste ? Judith Cohen-Solal, dans votre jeunesse, vous l'avez dit, vous fréquentez les EI, vous rencontrez de nombreux amis que vous avez gardés. Et je crois que lorsqu'on a fait les EI, il y a un engagement pour la vie.
Alors, dans la cité. C'est vrai qu'il y a un engagement pour la vie, d'autant plus que mon père était au CI quand il était à Tlemcen, donc, puisqu'il vient de Tlemcen. Mes grands frères avaient été au CI. Et c'est vrai que les EI, ça donne une dimension d'ouverture autre chose que la famille, sur la cité, sur une forme d'engagement et surtout d'autonomie, en fait. Et de sens de la responsabilité, parce que très jeune, on se retrouve à être chef d'équipe et chef de CI, enfin bon. Et du coup, je pense que ça influence en effet le reste. Ça influence le reste, mais vous partez quand même très tôt. Vous partez à 17 ans, vous partez seul pour vous installer en Israël. Pourquoi ? Alors en fait, c'est beaucoup moins sioniste que ça n'en a l'air, bien que finalement, on sait bien que l'inconscient étant ce qu'il est, quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on veut le faire. Je voulais partir avec ma meilleure amie. Et on s'est dit, tiens, si on allait à Paris, ça serait bien Paris quand même. Parce que bon, Grenoble, ça va quoi. Et là, nos parents nous ont dit, pardon, Paris toute seule. Bon, on vous adresse plus la parole. Alors, ma copine qui était beaucoup plus sioniste a dit, mais pourquoi on n'irait pas en Israël ? J'ai dit, bon, ok. Et quand on a dit à nos parents qu'on voulait aller en Israël, ils nous ont dit, bon, bah alors, ok, on vous enverra de l'argent tous les mois. Là, c'était bah ok. Oui, on réalisait leur rêve sioniste. Mon père avait fait une tentative dans le kibbutz avec ma mère. Donc moi, j'étais pas du tout là. Et finalement, ma mère, ça collait pas du tout. Le kibbutz, les pieds dans la gadoue, ça lui allait pas du tout. Vous effectuez une année préparatoire de Mechina à l'Université hébraïque de Jérusalem pour apprendre l'hébreu, la pensée juive. Vous entamez des études de psychologie en hébreu. Vous partez étudier à Bar-Ilan, vous devenez assistante du professeur Claude Klein, vous suivez même ses cours sur l'histoire du sionisme et du conflit israélo-arabe, puis vous devenez conseillère d'orientation tout en suivant des cours d'été à l'université. Et une observation au regard de tout ce que je viens d'évoquer, il y a une envie d'apprendre tout en travaillant et de transmettre tout en apprenant. Oui, c'est vrai que la transmission, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je me suis aperçue que j'arrivais pas à apprendre des choses juste pour les apprendre. En fait, je suis très mauvaise. Il faut faire un examen, je vais faire du bachotage, et puis ça sera pour l'examen. Si j'apprends quelque chose, il faut que ça soit parce que je prépare une conférence, parce que je vais le transmettre, en fait. Vous revenez en France en shlichut, comme on dit pour les EI, même si votre cœur reste ici et là-bas à la fois. Et vous reprenez des études de psychanalyse à Paris pour devenir la psychologue psychanalyste que l'on connaît en cabinet, mais aussi dans cette émission, Judith Cohen-Solal. Mais comment vous avez rencontré Jonathan Ayoun, Jonathan ? C'était pendant mes années militantes au sein de l'Union des étudiants juifs de France. J'arrive à la fac, je vais organiser un colloque sur la mémoire de la Shoah. Et on me conseille de prendre contact avec Judith Cohen-Solal, puisqu'une des conférences devait s'appeler la transmission, justement, du traumatisme au fil des générations. Et donc, j'ai invité Judith à intervenir dans mon université pour faire un colloque. Donc, ça a démarré à ce moment-là. Puis après, tout le parcours à l'UEJF fait qu'on a eu beaucoup de compagnonnage. Et puis, Judith a été un conseil précieux pendant cette période-là. Et puis après, on a entamé un travail d'écriture en commun. Un travail d'écriture en commun. Il faut quand même dire aussi, Judith Cohen-Solal, que vous travaillez, je ne sais pas si c'est encore le cas, pour la formation des cadres juifs des mouvements de jeunesse et notamment l'UEJF. Alors oui, c'est pas aussi intense que ça l'était, mais si, ça continue. À partir de la formation, justement, c'était très important parce que la formation, c'est accompagner en fait des gens, contrairement à ce qu'on pense. Ça n'est pas remplir des vases vides, mais c'est accompagner des gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont envie de faire, leur donner peut-être l'idée de ce qu'il y aurait à faire pour pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se donnent, ou s'ils ont l'impression qu'il y a des obstacles insurmontables, les accompagner donc dans ce qu'eux ils veulent faire, donc ce qui est particulier. Et c'est vrai que ça me passionne toujours. Puis c'est comme ça que j'ai fait aussi du coaching, du conseil. Pour notamment Richard Prasquier au CRIF et d'autres qui ont suivi par la suite. Vous avez aussi créé un module d'intervention dans les classes dans le cadre de Coexiste. Vous avez écrit celui de lutte contre les racismes, l'antisémitisme et les préjugés qui vous a valu le prix des valeurs de la République et la Légion d'honneur. Et puis vous avez participé à un programme sur les questions de l'imaginaire dans les différents discours sur le conflit israélo-arabe. On va en parler dans un instant dans cette émission. Mais vous, Jonathan Ayoun, pour en revenir à vous, vous êtes né le 13 mai 83, on en a parlé la dernière fois. Vous êtes ancien président de l'UEJF 2011
et 2012. Vous êtes diplômé en master de communication politique de l'Université Paris 12, diplômé en master de production audiovisuelle INAV-SUB et d'école et d'études juives. Et vous êtes aujourd'hui réalisateur et essayiste. Vous avez écrit plusieurs livres, alors, tous les deux. D'abord, La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France. Les adieux au général ensuite, puis Zemmour et nous. Et le dernier, enfin l'avant-dernier, le roman graphique Joseph Kessel, l'indomptable. Comment vous travaillez ensemble et comment vous choisissez vos sujets à chaque fois? Chacun apporte ses idées, chacun apporte ses sujets. Donc, par exemple, le bouquin d'humour juif, c'est une idée de Judith. Kessel, c'était plutôt mon désir. Donc, chacun vient avec ses idées qu'on met en commun et on les travaille après. Étant donné qu'à chaque fois, c'est des formes différentes. Parce qu'il y a le côté essai, le roman graphique. Maintenant, le côté anthologique, dictionnaire, avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les formes sont différentes, donc même la collaboration est différente. Donc j'aurais du mal à la définir. Pour chaque projet, elle prend une autre tournure. Chacun apporte ce qu'il veut. Et après, bon, il y a la blague pour pouvoir définir répondre à votre question. Judith fait tout et je fais le reste. Mais... Ça, c'est une jolie blague juive, Jonathan Ayoun. Vous avez réalisé ensemble 2 excellents documentaires pour Arte, Sauver Auschwitz en 2017 et puis l'histoire de l'antisémitisme que l'on peut encore trouver en rediffusion sur arte.tv. Et pour France TV, justement, Psy, de l'autre côté du divan, diffusé récemment sur France 2. Et j'aimerais revenir sur ce documentaire brillant, l'histoire de l'antisémitisme, où vous questionnez sur l'endroit où l'antisémitisme est né, où il a pris racine, comment il a participé à la manière dont les sociétés se conçoivent et se construisent, avec des réponses au cœur d'une longue histoire qui a traversé les siècles de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et jusqu'à nos jours, oui, où il pleut encore un antisémitisme totalement décomplexé, dans une période où la guerre en Israël se poursuit, avec l'évidence que son peuple est la victime pour nous, mais qui ne fait absolument pas l'unanimité dans la mémoire commune. Comment ça, vous pouvez l'expliquer? Il y a à chaque moment de passage à l'acte extrêmement violent où l'intensité du nombre d'actes peut sembler très perturbant pour tout à chacun, une réaction défensive de certains de vouloir ne pas inscrire le moment, aussi anxiogène est-il, aussi violent est-il, dans l'histoire. Donc on parle souvent de retour de l'antisémitisme alors qu'il n'a jamais disparu et qu'on devrait à chaque fois reparler de sa permanence plutôt que de sa résurgence. Il y a l'envie pour certains de s'appuyer que sur le nombre d'actes et en disant regardez, il y a beaucoup plus d'actes d'avant, donc c'est maintenant que le danger fait jour, ou en tout cas se montre au grand jour alors qu'il a été là de tout temps. Et il y a enfin les préjugés, les opinions qui, elles, évoluent et d'ailleurs qui baissent. Et donc certains veulent voir qu'une partie de cette actualité pour l'inscrire dans l'histoire ou pour ne pas l'inscrire dans l'histoire. Et il semble pourtant qu'il va falloir aujourd'hui se réveiller plus encore qu'hier parce que les actes vont baisser. Heureusement, ils vont baisser, mais la vigilance et la manière de lutter contre le phénomène ne doit pas pour autant baisser. Et peut-être que c'est cette leçon-là qu'il faut tirer de cette tragique actualité. De l'antijudaïsme religieux à l'antisionisme et l'antisémitisme, dans votre documentaire, grâce aux traces laissées à travers le monde, aux reconstitutions historiques, aux expertises d'une trentaine d'historiens, sociologues, psychanalystes, la série explore les multiples facettes et les évolutions de cette haine des Juifs. Beaucoup d'entre nous, ces dernières semaines, Jonathan Ayoun, ont vu leur réseau, leurs amis se fractionner. Comme le sentiment aujourd'hui de savoir qui est qui pense quoi, plus insidieux encore, je dirais, qui valide, like ou partage quoi. Est-ce que vous l'avez observé, vous, ça aussi? Et est-ce que malgré votre position, vous avez eu de l'étonnement? Non, de l'étonnement, je ne crois pas. Je n'ai pas été traversé par ça personnellement, dans les gens qui m'ont entouré. De l'étonnement, par contre, de voir autant de personnes choquées par ce qu'ils découvraient sur leurs réseaux sociaux, tant d'amitiés se briser. Ça, c'est étonnant. Beaucoup n'auraient pas pu l'imaginer avant. Je ne l'ai pas vécu personnellement, peut-être parce que j'avais déjà trié mes amis, je ne sais pas pour quelle raison, mais il n'empêche que j'entends beaucoup d'échos, beaucoup de témoignages comme cela, et c'est extrêmement touchant, extrêmement bouleversant de savoir qu'aujourd'hui, dans la France de 2023, eh bien, des personnes peuvent du jour au lendemain perdre des amis parce qu'ils ont manifesté une insensibilité à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils ressentent, voire même parce qu'ils ont animé on va dire, des courroies de haine
ou de détestation, alors que c'est des gens qu'ils ont fréquentés au quotidien. Et c'est sûr qu'il y a quelque chose autour de la quotidienneté. C'est-à-dire des gens ou des visages qu'on peut voir tous les jours et qui, du jour au lendemain, justement, viennent agir d'une manière tellement bouleversante, ou en tout cas tellement décevante, que j'ai entendu et j'entends beaucoup de juifs, et d'ailleurs pas que des personnes qui revendiquent cette identité, des personnes qui au contraire en parlaient très peu et qui d'un coup se réveillent avec ce sentiment de solitude qui pour beaucoup nous traversait depuis longtemps et pour certains qui apparaît d'un coup. Et donc c'est face à ce sentiment de solitude qui se diffuse, mais avec un effet paradoxal. En se diffusant, il rassemble. Et il crée aussi une forme d'être ensemble, pas qu'avec des juifs, avec aussi des non-juifs qui se mobilisent sur ces sujets-là. Et ça crée donc un sens seul et ensemble. C'est un des slogans qu'on entend en ce moment. Franck Tapiro, qui était au micro de cette radio il y a encore quelques minutes, était une des personnes qui a porté ce message-là. Seul et ensemble, c'est tout le paradoxe du moment. Et si je peux du coup faire une blague, puisque c'est ce qui aussi nous rassemble aujourd'hui, il y a cette blague qui peut traduire un des sentiments des Juifs en France aujourd'hui, mais qui est une blague qui date il y a longtemps. C'est en Allemagne dans les années 30, 7 Juifs marchent dans la rue et arrivent en face d'eux 2 nazis. Et l'un des 7 Juifs dit aux autres « Ils sont 2, nous sommes seuls. Échangeons de trottoir. » Et il y a quelque chose autour de ce sentiment-là qui parfois prend une dimension irrationnelle et qu'il faut travailler. Je voudrais mettre un petit pied dans le gobelet, si je puis me permettre, puisque vous en parlez dans votre livre, le bouquin de l'humour juif, Gad Elmaleh, dont le silence, pour certains, est très difficile, alors que pourtant, il est sans doute pour beaucoup le personnage qui nous a longtemps représentés, de par ces histoires de Shabbat dont vous parlez dans ce livre-là, de ces histoires familiales, notamment quand il parle de sa mère, qu'il parle de sa famille, de ce qu'il vit, de ce que on a l'impression qu'il y ait la représentation de ce que nous vivons tout à chacun en tant que peuple juif. Est-ce que ce silence, vous, Judith Cohen-Solal, vous a choqué parce qu'il a choqué pas mal de personnes de la communauté? Alors moi, je ne suis pas si choquée que ça par son silence parce que je n'attendais pas non plus qu'il ait une parole par rapport à ça, étant donné que il me semble qu'il n'a jamais voulu justement prendre parti dans ces questions-là. Or moi, j'ai déjà été confrontée à Gad Elmaleh au moment de l'affaire avec Dieudonné. Parce qu'il se trouve que il y a eu... Juste quand l'affaire est sortie, quand il a fait son salut hitlérien sur l'émission de Thierry Ardisson. Je crois que c'était Marc-Olivier peut-être, ou Ardisson, en tout cas il a fait ça. Et donc à ce moment-là, il y a eu une réaction et le président de l'UEJF de l'époque, c'était Yonatan Arfi, donc, qui est maintenant président du CRIF, a voulu organiser avec SOS Racisme, je crois d'ailleurs déjà, une soirée qui s'appelait Rire contre l'antisémitisme. Et je me souviens qu'il a justement contacté Gad Elmaleh et que Gad Elmaleh n'a pas voulu s'afficher, n'a pas voulu s'engager. Et c'est resté un petit peu comme ça, en fait, parce qu'il a commencé, il était prêt à le faire au début, je l'ai mal dit. Et après, il a complètement lâché. Il n'a pas voulu. Et c'était flagrant. Il voulait bien s'occuper, par exemple, parce qu'on ne va pas non plus que lui jeter la pierre. Ça fait des années que Gad Elmaleh fait la campagne de la Tzedaka. Et que là, il est très actif. Donc, il s'agit d'aider des gens dans le besoin. Il n'a pas peur de dire qu'il aide la communauté juive. À partir du moment où il y a une polémique, à partir du moment où il y a un sujet politique de confrontation, comme c'est le cas, alors il silence sur les radars. Son père, qui est aussi son impresario, fait barrage et on peut même pas lui parler. Donc moi, je suis pas tellement étonnée parce qu'il n'a jamais voulu prendre parti, ce qui n'était pas le cas d'autres humoristes. On sait que Arthur s'était déjà engagé. On sait que quelqu'un comme, je sais pas, je pense à Ali Chouraki qui avait intervenu par rapport même, il avait eu un échange avec les Lachaïdes sur un plateau d'Ardisson. Mais Gad Elmaleh, que ce soit sur un plateau ou ailleurs, il était toujours silencieux. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que Gad Elmaleh, c'était celui qu'on allait voir et que les gens d'origine maghrébine aussi allaient voir, parce que c'est un juif, marocain. Donc c'est le lieu même de la coexistence, en tout cas, entre ce qui est censé être les deux peuples, enfin cette projection complètement surfaite de cette forme de projection qui serait faite du conflit israélo-palestinien ici en France. Enfin bon, en tout cas, c'était ça. J'ai l'impression que là, il a lâché un peu tout son public, parce que là, il fait campagne pour le secours catholique et j'ai l'impression que c'est ça qui est...
c'est ça que les gens vivent pas bien. C'est comme s'il les a lâchés, en fait. Il a abandonné ses origines, ou alors il a abandonné ses sujets de prédilection. Mais on l'entendait déjà quand il a fait son dernier spectacle, puisqu'il parlait des différents lieux de culte, et il a beaucoup fait rire sur la mosquée, il a beaucoup fait rire sur la synagogue, et puis arrivé à l'église, il y a eu quelque chose de... Enfin, pour lui, il a dit que ça lui parlait différemment. Bon, c'est un tournant dans la vie de Gad Elmaleh que beaucoup vivent pas très bien. Voilà. Vous restez avec nous, on va continuer à parler de vous dans cette émission, de ce bouquin, surtout le bouquin de l'humour juif avec Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal, un livre sorti aux éditions Bouquin. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs David Schweger et Annabelle Guiraud. Et puis j'en profite pour rappeler que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Mandelieu, Cannes Mandelieu, vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est aujourd'hui et c'est très simple, il faut téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone. Et puis, on vous appelle dans la journée. À partir de 16h05, le nom du gagnant sera tiré au sort par mes invités. Aujourd'hui, restez avec nous sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. אני כאן להישאר, ואת לא כאן להיזהר, אנחנו גנגסטרים עליהם. Radio J. نبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله. תל אביב يا حبيبي תל אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani de Belaïch. Bonjour à tous. Alors qu'un 7e jour de trêve a été négocié ce matin et signé par Israël et le Hamas, l'organisation terroriste revendique l'attentat qui a eu lieu ce matin à Jérusalem. Un attentat à l'arme à feu qui a fait 3 morts et 6 blessés. Le ministre de la Sécurité nationale estime que par cette attaque, le Hamas a violé le cessez-le-feu. Le premier ministre israélien a de son côté évoqué son souhait d'étendre la distribution d'armes à feu après cet attentat. Le gouvernement que je dirige continuera d'étendre la distribution d'armes aux citoyens. C'est une mesure qui a fait ses preuves à maintes reprises dans la guerre contre le terrorisme meurtrier, a défendu Binyamin Netanyahou. Alors que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est toujours en vigueur, l'organisation terroriste promet de libérer 10 otages israéliens dans les prochaines heures, tous en vie. Le président français Emmanuel Macron doit se rendre samedi au Qatar après la COP28 à Dubaï. Il s'entretiendra avec l'émir de ce pays, médiateur qui joue un rôle clé dans la libération d'otages retenus par le Hamas, a annoncé l'Elysée. Enfin, Henry Kissinger, géant de la diplomatie américaine, s'est éteint dans la nuit à l'âge de 100 ans. Le président israélien a salué son rôle dans l'élaboration de l'accord de paix de 1979 avec l'Égypte et son amour pour l'État hébreu. Et merci beaucoup Etani de Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit cette émission avec mes invités Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal sur Radio J. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie.
Une roupa face à la mer. Mazel Tov. Le Royal Pullman Cannes Mandelieu, un hôtel les pieds dans l'eau, avec ses 212 chambres et suites, vous propose des espaces modulables pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. C'est l'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. Privatisation de la totalité ou d'une partie de l'hôtel avec la possibilité d'un traiteur cashier. L'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, le dilemme d'Israël. Détruire les infrastructures du Hamas, mais aussi libérer tous les otages encore retenus par l'organisation terroriste. Et puis, dans le domaine de la solidarité, l'organisation Kalita lance une grande campagne pour parrainer des Olim du sud du pays touchés par la guerre. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mes invités aujourd'hui, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal pour ce livre, le bouquin de l'humour juif sorti aux éditions Bouquin. Une chose est sûre, c'est qu'on l'a vu beaucoup dans cette émission notamment. Eh bien, quoi qu'il se passe, écrire, produire reste encore le meilleur remède à tout. Vous venez de sortir ce livre ensemble, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal. Quand vous l'avez écrit et que vous l'avez publié, je crois que vous étiez peut-être loin de penser à l'utilité et la résonance qu'il peut avoir aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On pensait que c'était une bonne idée parce que ça fait longtemps que le genre n'avait pas été renouvelé, on va dire. Puis on pensait qu'on avait plein d'idées différentes, d'amener des séries israéliennes, américaines, des extraits de textes littéraires, des stand-up. Bon, alors tout ça, c'était très intéressant. On s'est dit, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, un tas de choses. Aussi, l'humour séfarade, qui n'avait pas été beaucoup exploré dans les autres anthologies, par exemple. Et puis, on avait de l'humour, parce qu'à deux, il faut bien se faire des blagues et avoir de l'humour. Donc, on s'est dit, ça le fait. Mais on n'avait pas pensé que ça allait arriver au milieu de cette période tragique. Bien qu'on puisse répéter que l'humour juif, c'est le meilleur remède face au tragique. Mais là, on est en situation, en quelque sorte. Et au début, on s'est demandé si ça allait pas, justement, être pas du tout approprié, en fait, déplacé. Et la réaction du public, des journalistes et de tous ceux qui s'y sont intéressés nous a amené à penser finalement le contraire. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent « Oh là là, on en a bien besoin ». Je vous ai entendu dire, Jonathan Ayoun, dans une interview récente, en parlant de Joseph Kessel, que pour lui, le peuple juif, c'était une identité de combat. Oui, une identité de survie, ce qui a une certaine actualité. C'était pour lui une identité très importante. Ça ne l'empêche pas d'avoir eu un rapport toujours compliqué avec le peuple juif, ou en tout cas avec même l'existence d'une identité juive. Ce qui même l'a conduit, pour faire le lien avec la blague d'avant, à faire une blague. Kessel n'était pas un homme d'humour. D'ailleurs, il n'est pas dans notre bouquin de l'humour juif. Mais lorsqu'il a été en Israël, ou du moins plutôt en Palestine, dans les années 20, donc avant la création de l'État d'Israël pour la première fois, il disait « Je ne crois pas au projet sioniste, je pense que c'est une chimère. » Mais il disait en même temps « Mais qu'est-ce que je me sens bien ici ?» Alors les gens l'interrogeaient, lui demandaient « Mais pourquoi vous vous sentez bien? Parce que vous êtes entouré d'autres juifs ?» « Ah non, pas du tout. Parce que j'entends parler le russe de mon enfance. » Et cette manière de prendre les choses à contre-pied, de faire un pas de côté, a pu marquer l'histoire de Kessel et lui a permis de témoigner en étant de côté pour regarder ce qui était en train de se dérouler dans l'histoire. Mais c'est aussi ce qui alimente tous ceux qui sont des producteurs d'humour juif. Faire ce pas de côté, et notamment quand la période est tragique, pour pouvoir porter un regard qui peut aussi faire réfléchir ou donner de la hauteur.
Et justement, il y a, je ne sais plus si c'est Kessel ou si c'est Kishon, qui a écrit justement une sorte de retranscription de ce qui s'était passé au procès Eichmann en faisant de l'humour. Voilà, 1961, Ephraim Kishon, humoriste israélien, vient d'ouvrir la possibilité de faire de l'humour juif sur la Shoah. Et quelque part, ça rejoint votre question précédente à Judith concernant est-ce qu'on peut faire de l'humour aujourd'hui ? C'est toujours les premiers concernés, les premières victimes qui peuvent nous donner le là sur le sujet, ou en tout cas qui peuvent nous ouvrir une voie. Aujourd'hui, c'est les Israéliens. Ils se sont mis à faire de l'humour, des émissions satiristes, des blagues qui circulent par-ci par-là et qui quelque part autorisent ailleurs, à ceux qui sont plus indirectement touchés, à aussi recourir à l'humour pour avancer. Et donc Ephraim Kishon, survivant de la Shoah, en 1961, juste après le procès Eichmann, prend un extrait de ce procès-là, qui était complètement avec des échanges parfois surréalistes, et juste le joue sur scène, et ça fait rire. Et donc on a tenu à le retranscrire dans le livre, et à montrer à chaque fois à quel point les humoristes ouvrent la voie sur une autre manière de réfléchir à des drames qui se sont déroulés. Ephraim Kishon, donc un des premiers à faire de l'humour juif sur la Shoah en Israël. En Allemagne, par exemple, c'est l'écrivain Edgar Ilsenrath. En France, Romain Gary a été un des premiers. Aux États-Unis, quelque part, cette formidable période des années 70, et notamment des producteurs de Mel Brooks, un des plus grands succès de Broadway, n'a été possible. Il s'est autorisé à critiquer ou à tourner en dérision Hitler parce que d'autres juifs ailleurs, qui étaient eux pris pour cible pendant la Shoah, l'ont fait. Et quelque part, c'est aussi ça que nous racontons dans le livre, cette histoire de l'humour juif. Et justement, puisque vous en parlez et qu'on a envie de le raccorder à l'actualité, je crois avoir vu défiler il y a quelques jours, quelqu'un qui a sa famille, justement, ou en tout cas une personnalité de sa famille qui en ce moment est otage en Israël. Il s'avère que c'est un historien et la personne de sa famille, qui je crois est son fils, dit au moins on sera sûr qu'il sera écouté parce qu'il donne a priori des cours aux otages qui sont avec lui. Vous l'avez vu défiler, je crois, Judith. Il y a une petite vidéo qui en fait met en scène, je pense, dans un autre espace, évidemment pas là où il est aujourd'hui, où il est en train de donner un cours. C'est Alex Danzig, exact, n'est-ce pas? Et qui est en effet un historien qu'on connaît et qui a donné beaucoup de conférences. Et c'est vrai que c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé... J'ai eu un petit moment comme ça de confusion, parce qu'en effet, on le voit tranquillement en train de parler à des élèves dans une classe. Donc c'est vraiment... et son fils qui fait justement un commentaire en disant que, voilà, au moins, c'est la bonne personne pour aller faire changer d'une certaine manière la vision des Palestiniens sur l'histoire d'Israël, puisqu'il s'occupe de l'histoire du sionisme et de l'histoire d'Israël. La phrase exacte qui, en effet... Personne ne serait autorisé, à part quelqu'un de sa famille, c'est de dire pour la première fois de sa vie, enfin, il a un public captif. Exactement, c'était cette phrase que je cherchais. Qu'est-ce que l'humour juif, finalement? On vous a beaucoup posé cette question ces derniers temps. Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, existe-t-il, aurait-on droit de penser que c'est l'autodérision de sa souffrance? Finalement, c'est sans doute ça. Mais vous savez, il y a quelqu'un qui en parlait très bien. On écoute. La raison pour laquelle ce sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai qu'ils sont intouchables, et d'autre part, c'est une population qui a de l'humour et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français, et on en est loin même. Vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc, Je me suis dit que Maître Coluche aujourd'hui, c'était le bon moment, le bon endroit. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on peut caractériser ou pas l'humour juif ? Je pense que qu'est-ce que c'est l'autodérision? C'est la capacité de faire un petit pas de côté parce que pour rire de soi-même, il faut être capable d'accepter qu'on a des faiblesses, qu'on a des failles, parce que le rire passe par la faille, n'est-ce pas? Si on est parfait, on peut pas rigoler. Donc les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui prennent tout au premier degré, comme on dit. À partir du moment où il y aurait plusieurs degrés, un premier degré, un second degré, un troisième degré, là, hop, on se rapproche de ce qu'il y a dans le Talmud, en fait, qui est les 4 niveaux de compréhension. Et je pense que peut-être que ça, c'est aussi une explication du lien qu'il y a spécifique avec l'humour juif, c'est qu'il y a différents niveaux de compréhension. Je pense à cette expression pardes, donc des 4 niveaux, le niveau simple, le pshat, le niveau remez, c'est l'insinuation,
Le drash, c'est le commentaire, et le shin, c'est le sod, le secret. Donc en fait, il y a vraiment, c'est dans cette manière de circuler entre différents niveaux de compréhension qu'on peut comprendre l'humour. Si vous prenez la blague qui est sur la couverture, c'est comment une mère juive fait pour changer une ampoule. C'est pas grave, mon fils, je resterai dans le noir. Donc en fait, c'est marrant parce que on voit bien que si on prend au premier degré, c'est-à-dire juste la question. Et ce qui est censé être une réponse, d'abord, c'est pas la réponse à la question. Ensuite, quelqu'un dit c'est pas grave alors que c'est très grave. Et donc, vous voyez, on est à contresens, on est dans le sens induit, le sens caché. Il faut comprendre quelles sont les références. Donc, et tout le monde le prend, voilà. Et une mère juive, elle peut dire ah oui, moi je suis une mère juive. Donc voilà, c'est vraiment de l'autodérision. On a des gens qui sont venus pour des signatures et qui ont dit c'est pour ma mère. Alors on leur a dit, on a écrit c'est pour sa mère à qui tout un chapitre est consacré. Donc voilà, on voit bien que à ce moment-là, puis c'est peut-être une capacité au-delà, parce que c'est pas que la question du tragique en fait. C'est une capacité de prendre les attaques, et ça c'est des attaques qu'on a tous dans la vie, et c'est pour ça qu'on commence par parler de dîner de famille. Parce que c'est ça. Et vous dites surtout, Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun, c'est un art de vivre l'humour juif. On pourrait se poser la question de est-ce que c'est parce qu'on est juif qu'on fait l'humour juif? Est-ce que parce que c'est de la tragédie? Est-ce que c'est parce que on peut en parler, voilà, des juifs entre nous, la blague qui pourrait friser jusqu'à l'antisémitisme, mais qui n'est pas, parce qu'attention, il y a quand même une frontière. Comment vous voyez les choses? Il semble que la frontière est désormais très claire et que l'humour juif est devenu, on en a besoin, c'est un art de vivre parce que c'est un terrain d'entente, et un terrain d'entente pas qu'entre juifs, entre juifs et non-juifs. Les deux phrases qui sont sur la couverture dont parlait Judith, comment fait une mère juive pour changer une ampoule, c'est pas grave, mon fils, je resterai dans le noir. Tout le monde la comprend, c'est pourtant très court. C'est devenu une référence commune, ce symbole de la mère juive qui en réalité est tout à fait universel. Il n'y a pas besoin d'être juif pour faire une blague sur la mère juive, et il n'y a pas besoin d'être juive pour être une mère et une mère juive, et vice-versa. Donc c'est devenu universel, c'est un terrain d'entente, et c'est pourquoi d'ailleurs cet extrait de Coluche était formidable, je l'avais jamais entendu. Et le fait qu'il démarre en disant il n'y a que les juifs qui ont le droit de faire des blagues sur eux parce qu'ils sont intouchables, il vient tout de suite faire exploser le préjugé sur et l'association juif intouchable, et il vient tout de suite montrer que l'humour est un terrain d'entente quand on parle des juifs aussi, parce qu'on ne parle pas contre les juifs, mais on vient rire du préjugé, on vient le déconstruire par le rire. Et c'est ce qu'a fait Coluche, et c'est assez formidable. Et puis après, il raconte une blague d'humour juive qui est aussi dans le bouquin sur pourquoi Jésus était juif, qui est maintenant très connu. Et donc, il n'y a pas besoin, la nature de l'auteur de l'humour n'est pas importante, son identité ne compte pas. Le sujet, en réalité, ne compte pas non plus. C'est juste une capacité à se reconnaître, à se retrouver, à se rassembler autour de quelque chose où, en deux phrases, eh bien, on comprend tout de suite, à travers un rire, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et c'est très important, surtout en ce moment. Et vous le dites, que cela soit même au sein de nos familles, où nous sommes à une table de Shabbat avec nos différences et nos différends, il y a cet instant-là qui est rassembleur, que l'on retrouve aussi d'une manière différente lorsque l'on va voir des humoristes, que l'on va voir des gens que l'on aime bien écouter, des artistes sur scène et qui font ces blagues, où nous sommes à côté de gens avec qui a priori nous n'avons rien à voir et nous finissons dans le même rire. Cette anthologie abécédaire, c'est un florilège complet et le plus récent de l'humour juif, des pionniers andalous du Moyen-Âge jusqu'à la dernière génération de comiques, de stand-up, de créateurs aussi de séries télévisées à travers les âges, les continents, et qui s'attachent aussi à des écrivains et des humoristes qui ont marqué, mais pas seulement, parce qu'il y a des gens que vous avez absolument voulu valoriser, mettre en lumière, méconnus, ou je dirais même moins connus. Quelques noms éventuellement à nous donner. Il y a déjà le poète andalou dont vous parliez, Yehuda Al-Arzi. Il y a Zalkin Horvitz, le révolutionnaire français, le premier à avoir fait de l'humour juif en France, qui n'est complètement inconnu. Donc on a sorti les extraits de ces textes qui ont été publiés dans les journaux, de ces articles. Il y a également des auteurs, par exemple américains, qui sont très très connus là-bas, mais qui sont moins connus ici, comme Maudie Rosenfeld, qui n'est pas connue en France, mais qui est une star aux États-Unis, ou même Larry David, alors qu'il commence à être connu en France, mais qui est le co-auteur de la série préférée des Américains, Seinfeld, mais si on dit son nom aujourd'hui en France, pas grand monde le connaisse. Et d'autres en Israël que Judith a identifiés, repérés, qui sont bien moins connus. Alors,
on a la série, enfin, on a voulu amener des choses qui font beaucoup rire les Israéliens, même au quotidien, c'est-à-dire les mini-séries qu'il y a tous les jours. Et il y a Yehudim Baim, par exemple, donc les Juifs arrivent, la traduction. Et puis Eretz Nehederet, qui veut dire cette terre magnifique, et dont d'ailleurs il y a un des sketchs qui tourne beaucoup en ce moment, parce que c'est ceux qui ont fait ce petit sketch qui est censé se passer à Columbia University, et où des étudiants veulent exprimer leur solidarité avec un membre ostensible du Hamas, et cette espèce de, justement, cette manière de mettre en avant des choses qui peuvent être aussi expliquées pas du tout par humour, mais là, ils le font par humour. Dans ce livre, vous avez recensé plus de 5000 histoires drôles. Est-ce qu'il y a une blague juive préférée qui vous vient en tête là tout de suite ? Oh il y en a beaucoup, mais en fait, c'est déjà celle qui est sur la couverture, mais sinon, il y a une histoire. Alors, il se trouve que c'est une histoire que ma mère racontait, et on l'a mis dans ce livre très sympathiquement. John était d'accord. On a mis des petites histoires que ma mère racontait, parce que elle en racontait beaucoup. Et en contrepartie, John a mis toute une introduction à Humour Thune, dont il accepte maintenant. Un chapitre formidable dans ce livre. Il accepte aujourd'hui de dire que c'était peut-être un petit peu. Non, mais bon, après tout, c'est aussi personnel. Donc, et voilà. on parle de l'humour ashkénaze et séfarade que l'on connaissait moins, donc c'est bien de l'avoir dit. J'en ai retenu deux. Une de Woody Allen, la vie est pleine de désillusions, de malheurs et de souffrances, et le pire, c'est qu'elle est beaucoup trop courte. Une de Richard Lewis qui dit ma grand-mère était une jongleuse juive, elle pouvait s'inquiéter de 6 choses en même temps. Ça m'a fait sourire. Pour ceux qui sachent, ils pourront toujours s'offrir ou offrir ce livre pour Hanouka et citer quelques blagues le temps d'un Shabbat ou d'un soir de fête. Jonathan Ayoun, Judith Cohen-Solal, c'est le bouquin de l'humour juif aux éditions Bouquin. Tout de suite, on part au théâtre ensemble. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour David Schweger. Bonjour Cyrielle, et bonjour Judith Cohen-Solal et Jonathan Ayoun. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une chronique consacrée au spectacle que je sais que vous avez apprécié, Kessel, la liberté à tout prix. Car finalement, même si ça n'est pas un homme d'humour à proprement parler, quel plus bel hommage rendre à l'humour juif que d'évoquer les éclats ironiques, héroïques, sarcastiques qu'il peut prendre dans la vie indissociable de l'œuvre d'un homme comme Joseph Kessel. Joseph Kessel, bien des collégiens français le connaissent peut-être, tout dépend bien sûr du niveau des collégiens. Par ses œuvres, peut-être ont-ils lu Le Lion, cette fascinante histoire de la relation privilégiée d'une petite fille et d'un lion nommé King. Quant aux plus âgés, les plus cinéphiles parmi eux auront, à n'en pas douter, vu l'adaptation de son roman sublime sur la résistance, L'Armée des Ombres avec Lino Ventura, et les plus érudits peut-être Belle de jour ou Les Cavaliers. Mais dans ce spectacle, c'est la vie hors du commun de l'aventurier qui a produit cette œuvre que met en scène avec beaucoup de générosité et de talent Franck Démé. Voilà qui se donne très envie, cher David. Pouvez-vous nous raconter alors cette vie et donc ce spectacle par le menu ? Je vais tenter de le faire, Cyrielle, en résumant. Bien sûr, tant la vie de Kessel et le spectacle sont denses. Né en 1898 en Argentine dans une famille d'origine russe et de confession juive, dont Démé campe magnifiquement la mère juive, Joseph Kessel, Jeff pour les amis, grandit en France à Nice. Exalté par la vie, par la beauté du monde, on le voit traverser le XXe siècle en infatigable héros et observateur. Franck Démé nous entraîne dans sa relation passionnelle avec son frère Lazare, trop tôt disparu, entré avec lui au Conservatoire supérieur d'art dramatique, puis dans les combats d'aviation de la Première Guerre mondiale auxquels il a participé. Journaliste pour Gringoire et Paris Soir, on part avec lui en Irlande sur les traces du Sinn Féin et de la révolte de la future République d'Irlande. Résistant, on le suit à Londres, où Franck Démé, décidément bon imitateur, offre un bel aperçu de son entretien de haute tenue avec le général, qui lui demande de servir la France par son talent littéraire. Avec son neveu, Maurice Druon, on le voit composer le chant des partisans. Après les années de résistance passées dans le réseau Carte, retour
retour à la vie de grand reporter, le voilà parti à la rencontre, toujours profondément humaine, profondément amicale, des tribus d'Afghanistan. Héroïque et tenace, on le voit pister et trafiquer les trafiquants d'esclaves dans la corne de l'Afrique. Viveur, on le découvre quelques scènes plus loin dans un concours de shots de cognac avec personne d'autre que Humphrey Bogart. Ironique, on le voit dialoguer avec un jeune Francis Huster triomphant dans le rôle d'Hamlet que Desmay imite avec délectation. On suit ainsi l'aventurier, le héros, le noceur aussi, jusqu'à son élection à l'Académie française. Et pour reprendre les mots du metteur en scène qui sonnent juste, eh bien le spectacle cherche à transmettre le souffle vital de cet homme extraordinaire, le tourbillon qu'a été sa vie. Alors justement, que dire de la mise en scène et du jeu d'acteur de Franck Desmet, David ? Qu'ils sont, comme souvent, les décors et costumes simples d'une remarquable efficacité. Imaginez un tissu blanc suspendu en fond de scène. On peut aisément le faire devenir un lit, une maison, une tente bédouine, un rideau de théâtre ou le fauteuil du général de Gaulle. Idem pour les costumes, tous suspendus à un porte-manteau que Franck Desmet enfile avec maestria en homme orchestre qu'il est dans ce spectacle. Peter Brook n'aurait pas désavoué ce minimalisme pragmatique et pratique. Quant à Desmet lui-même, soulignons avec franchise que c'est le point fort du spectacle. Je crois qu'on ne peut camper un homme aussi généreux, courageux, élégant et viril qu'en ayant soi-même ces qualités qui, je l'espère, ne mentent pas. Ce Girondin, passé par le Conservatoire de Bordeaux et le Cours Simon et déjà nommé l'année dernière au Molière pour son spectacle sur Romain Gary, déploie vraiment une belle énergie à défendre son rôle et à lui donner une puissante incarnation. Un mot de conclusion, David Schweger. Eh bien, je dirais à nos auditeurs qui se fient, à mon jugement, de filer au théâtre du Lucernaire s'ils ont envie de voir la vie et d'entendre vibrer la voix de celui qui disait humblement mais fièrement au pupitre de l'Académie française lors de sa réception au fauteuil du Duc de la Force en 1962. Pour remplacer le compagnon dont le nom magnifique a résonné glorieusement pendant un millénaire dans les annales de la France, dont les ancêtres grands soldats, grands seigneurs, grands dignitaires, amis des princes et des rois ont fait partie de son histoire d'une manière éclatante, pour le remplacer, qui avez-vous désigné? Un Russe de naissance et juif de surcroît, un juif d'Europe orientale. Vous avez marqué par le contraste singulier de cette succession que les origines d'un être humain n'ont rien à faire avec le jugement que l'on doit porté sur lui. De sorte, messieurs, vous avez donné un nouvel et puissant appui, à la fois obstiné et si belle de tous ceux qui, partout, tiennent leur regard fixé sur les lumières de la France. Merci beaucoup, David Schweger. Je rappelle que Kessel, la liberté à tout prix, c'est un spectacle de et mis en scène par Mathieu Ranou avec Franck Desmet joué au théâtre Lucernaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J. Dans un instant, ce sera la chronique flashback, mais tout de suite, c'est l'introspection. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on va passer à une chronique qui s'intitule l'introspection sur Radio J. Je dirais même plus que l'introspection, mais d'abord, Judith Cohen-Solal, vous voulez réagir à cette chronique? Alors, oui, je réagis parce qu'il se trouve que vous avez lu l'extrait que nous avons mis dans l'album, donc le roman graphique Joseph Kessel l'Indomptable, que nous avons coécrit, qui est sorti. Il se trouve que il est sorti début septembre, donc une sortie pousse l'autre. Mais du coup, ça me fait plaisir et je pense que ça doit aussi faire plaisir à Jonathan, puisqu'on a mis cet extrait à la fin du roman graphique. En fait, l'extrait est dit par le comédien sur scène tout à la fin. Sûr, donc, je pense que c'est un morceau d'anthologie. Ah bah oui. Nous aussi, on l'a mis tout à la fin du roman graphique, mais on est ravi d'entendre parler et de parler de cette pièce de théâtre, ou de ce seul en scène, pour le dire plus précisément, parce qu'on voit, par rapport à notre roman graphique, à quel point une vie aussi incroyable peut entraîner des formes de création et de manière de la raconter, des récits différents qui se complètent, et notamment avec la série de podcasts qui est toujours disponible sur France Culture, des grandes traversées en 4 épisodes, toute la vie de Joseph Kessel. Et c'est fou comment des auteurs différents racontent cette même vie différemment, mais tout en étant fidèles à l'esprit de Kessel. Tout à fait. Merci beaucoup, David Schweger. À la semaine prochaine sur Radio J. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour. On va essayer de tout faire entrer dans cette partie. La chronique flashback également, l'introspection. Et puis, le regard de Joseph Agostini pour le portrait de nos invités. Je rappelle que Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous offrent un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. Pour le gagner, c'est très simple. Vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone et le nom du gagnant
sera tiré au sort tout de suite dans un instant par nos invités. Restez avec nous sur Radio J. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. On ouvre ce journal avec un attentat commis à Jérusalem ce matin. Un attentat à l'arme à feu revendiqué par le Hamas qui appelle à une escalade de la résistance contre Israël. Selon les termes de l'organisation terroriste, 3 personnes ont été tuées et 6 personnes blessées, dont 3 grièvement. Cela s'est passé à un arrêt de bus près de l'entrée ouest de Jérusalem, dans le quartier de Ramoth. 2 terroristes armés de fusils M16 et d'armes de poing ont été neutralisés sur place. Cette attaque a été commise alors que la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a été reconduite in extremis. Une trêve qui doit déboucher sur la libération de 10 otages dans les prochaines heures. C'est ce que nous explique notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. C'est ce qu'on a appris ce matin après une nuit riche en rebondissements et en fait la nouvelle de la prolongation de la trêve n'est arrivée que 15 minutes à peine avant son expiration technique à 7h du matin. Donc le Hamas a accepté de libérer 10 nouveaux otages. On parle de 5 femmes et 5 enfants. Parmi ces otages libérables se trouveraient à nouveau 2 otages binationaux comme hier, donc une faveur entre guillemets accordée par le Hamas au président Vladimir Poutine pour son soutien à l'organisation terroriste.
Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, notait que le Hamas a déjà transféré au personnel de la Croix-Rouge 2 otages vers 15h45, direction Israël. Par ailleurs, des nouvelles de l'ex-otage Alma Avram, 84 ans, qui était dans un état critique après sa libération dimanche. Si elle est toujours en soins intensifs, l'hôpital Sorokat Be'er-Sheva annonce que sa santé s'améliore grandement. Le chef de la diplomatie américaine a entamé une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Anthony Blinken a atterri dans la nuit à Tel Aviv pour sa 6e visite diplomatique depuis le 7 octobre dans l'État hébreu. Il s'est entretenu dans la matinée avec le président israélien Yitzhak Herzog et le premier ministre au sujet de la trêve avec le Hamas. Selon lui, la trêve a donné des résultats. Nous espérons qu'elle puisse se poursuivre, a-t-il confié à Yitzhak Herzog. Anthony Blinken rencontre en ce moment le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah. Israël rappelle son ambassadrice en Espagne pour consultation. Cela après les propos du Premier ministre du pays sur les opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Pedro Sanchez a déclaré qu'il avait de sérieux doutes quant au respect de l'État hébreu du droit humanitaire international dans sa guerre. En raison des remarques scandaleuses du Premier ministre espagnol, j'ai décidé de rappeler notre envoyé en Espagne pour consultation à Jérusalem, a expliqué le chef de la diplomatie israélienne, Eli Cohen, sur X. Enfin, la COP28 s'est ouverte ce matin à Dubaï. Pour la première fois, les pays feront le bilan de leur engagement depuis la signature de l'accord de Paris en 2015 pour tenter de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum. Le président français Emmanuel Macron se rendra samedi au Qatar après la COP28 pour rencontrer l'émir de ce pays médiateur qui joue un rôle clé dans la libération d'otages détenus par le Hamas. Il s'entretiendra également avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman ou encore le président israélien. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mes invités Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Anna Fonters, journaliste au magazine Elle. Et si on s'écoutait? Si on apprenait à respirer, à se faire confiance, à prendre notre place? Le magazine Elle vous donne rendez-vous à l'événement Elle Active, jeudi 14 décembre, au Trianon Élysée-Montmartre à Paris, avec Lorraine Bastide, Marine L'Orphelin, Iseult et bien d'autres personnalités. Inscription gratuite sur active.l.fr. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Cette semaine, le dilemme d'Israël. Détruire les infrastructures du Hamas, mais aussi libérer tous les otages encore retenus par l'organisation terroriste. Et puis, dans le domaine de la solidarité, l'organisation Kalita lance une grande campagne pour parrainer des Olim du sud du pays touchés par la guerre. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de nous rejoindre. Si c'est le cas et que vous êtes avec nous depuis le début, merci de votre fidélité avec nos invités aujourd'hui, Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal, pour leur livre Le Bouquin de l'humour juif, sorti aux éditions Bouquin. Et puis, on l'a promis à nos auditeurs, c'est la 2e semaine consécutive, nous avons un jeu. L'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu offre un week-end de rêve sur la Côte d'Azur. On a fait jouer les auditeurs. Et donc, je vais vous mettre d'accord. Jonathan, Judith, qui veut tirer au sort?
Allez, ce sera Judith Cohen-Solal, on y va, il y a un petit bol en face de vous, on vous tire un numéro et puis moi, à l'issue de cela, je pourrais dire qui a gagné. Et puis il y a pas mal de personnes qui ont joué, il y a 67 personnes précises. 25. Le numéro 25, et donc il s'agit de Jean-Marc Ebgui qui a gagné. Donc on va lui téléphoner pour ce jeu. Le jeu, donc un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. C'est assez joli quand même, c'est plutôt pas mal. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle Guiraud. Bonjour Cyrielle, bonjour Judith, bonjour Jonathan. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti. Commençons par de la musique avec Erad Mi-Yodea, une chanson traditionnelle juive et sa version ballet créée par Ohad Naharin et interprétée par Batseva Dance Company de Tel Aviv. Extrait. On est au XVIe siècle. Le chant Erad Mi-Yodea se retrouve pour la première fois dans la Haggadah Ashkénaze. Erad Mi-Yodea veut dire qui connaît. C'est une chanson cumulative de Pessa chantée en fin de repas. Pour les enfants, Erad Mi-Yodea, c'est comme un jeu de mémoire, une récitation pour apprendre les 13 éléments du judaïsme. Et Erad Mi-Yodea a également une portée symbolique, comme tout peut et doit se rapporter à Dieu. Un chant sur la libération physique, spirituelle et mentale d'un peuple. Erad Mi-Yodea, comme on le voit, a une double portée, transmission avec les enfants et liturgie pour les plus grands. Ohad Naharin a excellemment mis en scène sous format de ballet éponyme. Un spectacle saisissant à retrouver sur YouTube. Et on continue en musique avec Simon and Garfunkel. Oui, Simon and Garfunkel, célèbre duo de folk rock des années 60-70. Je vous propose d'écouter un extrait de leur titre mythique, The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. Nous sommes en 1963. Paul Simon va passer 6 mois à écrire les paroles de Sound of Silence. À cette époque, ce jeune auteur, compositeur, interprète de 22 ans est déjà très lucide sur le monde qui l'entoure et le monde dans lequel il évolue. Il a conscience que la société nous pousse à vivre des vies frénétiques et stressantes. On devient insensible au mal qui nous entoure, incapable de partager des sentiments, des idées, des émotions ou des opinions. The Sound of Silence est donc une chanson sur l'incapacité de communiquer, l'égoïsme et l'individualisme. Des paroles de 1963. Et si Paul Simon réécrivait les paroles de Sound of Silence en 2023, est-ce que ces mots seraient les mêmes que 60 ans en arrière ? Prenons par exemple le silence face à l'antisémitisme. Vous savez, ce fameux silence qui est revenu sur le devant de la scène au lendemain du 7 octobre dernier. Un silence de peur, justifié par la majorité des intéressés. Peut-être aussi un silence de lâcheté, un manque de savoir, un abandon de ses racines. Et puis il y a le silence du discriminant, de l'antisémite. Car c'est bien comme cela que cela s'appelle. Et pour cela, il faut casser ce silence en le disant. J'en profite pour dire, pendant que nous sommes en train de parler, Annabelle Guiraud, 2 otages israéliennes viennent d'être remises en liberté. Il y a notamment Mihachem, dont nous parlions depuis quelques jours. Évidemment, on attendait sa libération avec impatience. Elle a 21 ans, franco-israélienne. Et puis il y a également Shani Goren, de 29 ans. C'était important de le rappeler. Et puis on poursuit avec de la littérature préférée de nos invités, la danse de Jean Cohn. Oui, la danse de Jean Cohn, de Romain Gary. Un livre qui utilise l'humour noir comme arme d'information massive et qui fait écho à vos ouvrages, le bouquin de l'humour juif. Dans Danse de Jean Cohn, on parle de la Shoah, judéité et humanité de manière impactante. Tout ça grâce à l'humour. Je pose rapidement le décor. Moïse Cohn, alias Gengis Cohn, est un comique juif tué par des SS en 1944, sur l'ordre exécutif du commandant Schatz. Moïse va alors devenir un dibouk, un esprit malin qui va habiter le corps du militaire. Le dibouk, Gengis Cohn, c'est aussi le narrateur de cette histoire désopilante. Extrait. Personnellement, je ne suis pas resté dans ce camp illustre. Je m'en suis miraculeusement évadé. En décembre 1943. Dieu soit loué. Mais je fus repris quelques mois plus tard par un détachement de SS sous les ordres de Hauptschützenfreiser Schatz, que j'appelle Schwarzchen dans l'intimité, un terme câlin qui veut dire petit trésor en allemand. La suite de l'intrigue se déroule après la Seconde Guerre mondiale. Le militaire Schwartz est alors devenu commissaire et enquête sur une série de meurtres mystérieux avec des victimes hommes qui arborent tous un sourire extraordinaire. Et pendant l'investigation, le commissaire va être harcelé par son dibouk Gengis Cohn. Le jeu d'écriture de Romain Gary est très efficace pour mettre en relief des sujets historiques qui ont fait le silence de certains. Comme dit le héros du livre, Gengis Cohn, l'humour juif c'est une espèce d'agression à main désarmée, une façon de gueuler. J'ai envie de dire que Judith Cohen-Solal en face de moi, regarde, c'est vachement bien, hein, c'est vachement bien. Un mot pour terminer, parce que je sais que vous l'aimez énormément, Judith Cohen-Solal, et il s'agit de la fabuleuse Madame Maisel. Je pense, sans me tromper, que c'est votre goût, mais peut-être que Jonathan vous rejoint là-dessus.
Tout ce qui rappelle l'humour juif new-yorkais me plaît également. Vous plaît également, on y va. Oui, fabuleuse Madame Maisel, le péché mignon de Judith et Jonathan. Une série américaine diffusée sur Prime Video et qui nous raconte les aventures de Miriam Midge Maisel. L'histoire se passe fin des années 50 aux USA. Madame Maisel est mariée, 2 enfants et un appartement dans le Upper West Side. Et un jour, cette mère au foyer juive new-yorkaise se découvre un talent pour le stand-up. Et ça va changer sa vie. Je vous propose que l'on se quitte en drôlerie avec un extrait du générique de la fabuleuse Madame Maisel. Joël t'a quitté? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es jamais imaginé être quelque chose pour finalement te rendre compte que tu te gourais? Si. Marié. C'est une excellente série et son père dans la série à Maisel, c'est le fameux Monk qu'on aime énormément. C'est une très bonne série où c'est aussi l'émancipation de la femme, on peut le dire, Judith Cohen-Solal. Oui, tout à fait. Allez, tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et puis Oscar Wilde a dit, parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. On va essayer de faire ça maintenant avec vous, Judith Cohen-Solal, puisque vous aimez tellement cette séquence. Et vous, Jonathan Ayoun, 10 questions pour nous aider à vous connaître davantage. Et je vais poser la question successivement et à l'un et à l'autre. On commencera par vous, Judith. Judith Cohen-Solal, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Il y a des choses que je ferais plus rapidement que d'autres parce qu'il y a des choses que je me suis dit non mais ça y est c'est trop tard, je vais pas faire ça maintenant et finalement au fur et à mesure j'ai fini par les faire et là maintenant je me dis bon bah il faut faire les choses au moment où on se dit même si c'est trop tard, je dis bah c'est maintenant. Jonathan Ayoun. Oh, la rapidité en effet, faire des choses plus rapidement sans trop se poser de questions. Donc ça je rejoindrai malgré tout Judith aussi là-dessus. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Alors, à un enfant, il faut qu'il vive sa vie d'enfant. Mais pour réussir sa vie, de travailler à se débarrasser de toutes les choses qui l'embarrassent, des obstacles qui ont pu s'accumuler, y compris à son insu, et pour avancer. Jonathan Ayoun. À ne pas se poser la question de la réussite. Quel a été votre plus bel âge et pourquoi ? La vingtaine, on va dire ça. C'est le moment de... Parliez d'émancipation juste avant. C'est aussi le moment où on goûte au premier temps de liberté absolue. Judith Cohen-Solal. Il aurait pu dire le temps où il était président de l'EGF aussi. On attend ce que tu répondes pour toi. Oui, je sais bien, mais il faut bien faire un petit peu d'humour. Moi, je dis ça maintenant, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez potentiellement résolue ? Ah non, elle est très difficile cette question. Les erreurs, c'est parfois aussi... l'effort de l'amitié n'est pas un effort évident, donc parfois... de tenir trop à distance des gens qui comptaient et donc de mettre trop de temps à se manifester ensuite pour les retrouver. Oula. Non, je crois que j'ai envie d'assumer tout ce qui s'est passé. Qu'aimeriez-vous faire, tout à chacun, mais que vous ne faites pas, peut-être aussi par peur d'être jugé ? Chanter en public ? Non. C'est une vraie réponse, savez-vous ? C'est une bonne réponse, mais même en privé, je ne chante pas. Non, mais en tout cas, oui, faire des choses où on est sûr qu'on n'a pas de talent, mais malgré tout, s'autoriser à les expérimenter. Judith Cohen-Solal. Mettre en avant, c'était compliqué pour moi. Donc, être sur le devant de la scène, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Qu'on parle de moi, un petit peu comme aujourd'hui, j'étais pleine d'appréhension malgré tout. Judith Cohen-Solal, est-ce que vous avez fait quelque chose cette année dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? Différentes choses. Là, il y a au moins la sortie du documentaire qu'on a donc coécrit, que Jonathan a réalisé, qui s'appelle Psy, de l'autre côté du divan. C'est quelque chose de très important parce que ça rejoint différentes cordes d'un arc et c'était quelque chose d'important. Jonathan Ayoun. Écoutez, je ne fréquente pas beaucoup le Fouquet's,
Mais il se trouve qu'hier soir, nous y étions pour dédicacer le livre. J'aurais jamais cru que ça allait avoir lieu un jour et dans cet endroit. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez tous les deux que les gens retiennent de vous ? Le sens que j'ai pu donner à la vie, des valeurs importantes qui se transmettent. Voilà, quelque chose que les gens auront envie de transmettre, mais qui leur sert à eux. Ah non, moi j'ai pas envie de me projeter dans l'après. En tout cas, ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui de moi, c'est qu'ils aient envie de me voir, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on découvre Nance avec ce titre, aucun doute, un titre fort en émotion pour la paix en Israël. Ensemble, on est moins fragile. Ensemble, rien n'est impossible. Et notre peuple n'est qu'un, jusqu'à la délivrance. Depuis les temps anciens, nous portons ce flambeau, une histoire de douleur qu'on porte sur le dos. À travers les siècles et dans l'obscurité de la nuit, on résiste sous la même étoile, ensemble on reste unis. Notre héritage a survécu à l'exode, et comme à chaque fois on se dit que ça n'est qu'un épisode, on tiendra à jamais, coûte que coûte. On se relève comme à chaque fois, aucun doute. On tiendra à jamais, coûte que coûte. Notre force, c'est notre foi, aucun doute. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah, 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 yeah. Et comme le lion se relève malgré la tension, oui on prie pour la relève. Et vous êtes en train d'entendre ce titre, aucun doute, de Nance. Bonjour Nance. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Vous avez décidé il y a quelques jours de sortir ce titre qui parle du peuple d'Israël, qui parle de paix notamment. J'aimerais savoir si vous avez écrit les paroles, si vous avez été aidé et comment est né ce titre-là. Alors pour faire en rapide, parce que sinon je pourrais passer des heures dessus, je devais sortir mon album qui n'avait rien à voir. J'avais un titre qui s'appelle Envoûté qui devait sortir normalement le 10 octobre et oui. Entre-temps c'est passé le 7 octobre, donc j'ai appelé mon manager et mon équipe. J'ai dit à la base je voulais partir en Israël juste après Yom Tov, et je disais j'ai dit à ma famille, bon je pars en Israël pour aider. J'ai pas trouvé de billet d'avion, mais je me suis dit comment je pourrais aider un petit peu à ma manière. Je me suis dit bon, j'arrête l'album, je fais un break. Et je me suis mis à écrire avec Fabrice Grandjean ce titre. Et on l'a sorti en 3-4 jours. Il est sorti une semaine après le 7 octobre. Et il connaît un succès un peu particulier. C'est vrai, on me l'a envoyé, on m'a dit Cyrielle, voilà, ce serait bien de le faire sur Radio J. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit que c'était évident pour nous de vous inviter aujourd'hui. Pour parler un petit peu de vous, il y a eu un premier album. Oui. Qui s'intitule Envoûté. Tout à fait. C'est cela, qui a connu un joli succès. Et encore pour aller encore plus loin, avant cet album, vous, à la base, vous étiez un entrepreneur passionné. Complètement. Et vous êtes devenu un artiste. Ouais, j'ai bossé, j'ai fait pas mal de business. Et au final, je me suis dit, bon, c'est une passion que j'ai, je chante depuis des années. Je chante depuis plus de 20 ans. J'ai déjà chanté
notamment en soirée, dans des orchestres et autres, ou en concert, avec le premier ténor de l'Opéra de Paris notamment. Et je me suis dit, il est peut-être temps que je me lance. J'ai déjà fait pas mal de projets dans le business, mais là, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit plus passionnel. Et donc, je me suis lancé dans ce magnifique projet d'album qui est toujours en cours parce que l'album est terminé, mais il n'est pas encore sorti intégralement. On a sorti que quelques titres. Mais voilà, en gros, c'est un peu l'historique. C'est vraiment un côté passionnel que j'ai voulu mettre en place. Il y a eu un premier titre qui s'intitule Sur tes lèvres. Tout à fait, ouais. Et un titre que j'ai en exclusivité. On peut mettre un petit bout ? Ouais, bien sûr. On va mettre un petit bout avec... Voilà. Il s'intitule comment, ce titre-là ? Alors, celui-ci est particulier. Je vous laisse d'abord l'écouter, vous allez comprendre. Allez, ça marche. Juste une bouffée d'air, c'est tout ce qu'il te fallait pour me couper le souffle. Le sourire de ta mère, dès que je t'ai porté, tu as ôté tous mes doutes. Tu avais à peine un mois. On va continuer d'écouter cette chanson pendant que nous sommes en train de parler. Nals, c'est être père. Tout à fait. Et comme c'est récent, du coup, c'est d'actualité aussi. C'est tout à fait le cas. Du coup, on a complètement chamboulé l'album. Normalement, le titre phare de l'album devait sortir. Finalement, il a été reporté. On a voulu rester un peu dans l'esprit. On pensait avec Alias qui est mon manager, on s'est dit on va peut-être rester dans le côté être père après aucun doute pour rester un peu dans le même esprit. Et c'est une chanson en fait qu'on a écrit, que Fabrice Grandjean du coup a écrit il y a quelques mois déjà, mais qui devait sortir beaucoup plus tard et qu'on a sorti finalement pour la bar mitzvah de mon propre fils. L'album prochain sortira donc Envoûté au mois de juin, c'est l'info que j'ai, mais est-ce que du coup c'est un peu plus tôt que ça ? C'est plus tôt. Envoûté sortira pas au mois de juin. Normalement, Envoûté sortira d'ici 1 mois ou 2 mois. Là, il y a Être Père qui sortira. On vient sur vos réseaux sociaux, si vous pouvez les donner à nos auditeurs. Alors c'est facile, c'est Nans officiel. Donc, N-A-N-S officiel. C'est ça. En fait, et ça s'écrit avec un petit accent S à côté, Nans. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous découvrir. Revenez bientôt nous voir avec grand plaisir. Et merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Et je t'accompagne. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Judith Cohen-Solal, ce n'est certainement pas à vous que je l'apprends. À chaque fin d'émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et aujourd'hui, c'est Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Cyrielle, bonjour Judith, bonjour Jonathan. Alors, j'ai votre place aujourd'hui. Ah là là, c'est tout à fait curieux, hein, je dois le dire. Et je ressens la petite appréhension qui me fait sourire à chaque fois que les invités disent « Ah, quand même, on est un peu inquiets ». Bon, je vais essayer de m'appliquer alors, pour que vous soyez encore plus inquiètes. Alors, Judith, Jonathan, en vous écoutant tous les deux, je me disais que la main du diable n'a pas d'humour. Ou alors un rire boursouflé, cynique, amer, qui n'a rien à voir avec l'inqualifiable humour dont vous nous parlez tous les deux dans votre livre. Faire votre portrait psychologique cet après-midi, il me semble que c'est d'abord faire le portrait de cet humour. Alors, Judith, Jonathan, vous nous avez beaucoup parlé de traumatisme et de transmission durant cette émission, comme si le trauma était la drôlerie, au fond. Comme si le bon mot émergeait des éboulis d'un désastre où rien ne poussait tout à l'heure et où la fleur de vie pouvait enfin refleurir grâce précisément à cette capacité de dérision. Judith, en début d'émission, vous nous avez parlé de votre mère. Vous me direz, pour une psychanalyste qui écrit un bouquin d'humour, c'était prévisible. Vous nous avez parlé de votre mère, de sa dépression et du conseil de son médecin pour vous soigner, faites une fille. Tout est là, je crois. Tout est là, le tourment mélancolique, le manque à être des mères affamées d'enfants, ce besoin de consolation impossible à rassasier peut-être, mais qui peut être au moins soulagé par les rires d'un bébé ou par les rires tout court. Sortir de la tragédie, ou plutôt la sublimer,
lui donner les accents comiques qu'elle mérite. C'est peut-être comme chanter dans le noir. C'est ce à quoi ça m'a renvoyé. Vous savez, comme les bébés qui chantent, qui fredonnent dans le noir quand ils sont seuls et quand la berceuse s'est arrêtée parce qu'elle a plus de piles. Être comme chanter dans le noir, la plaisanterie comme une façon de se sauver d'un impensable destin, celui des damnés, que l'on soit juif, tzigane, homosexuel, noir ou intellectuel dans un goulag. Finalement, je crois que c'est la même chose. Au fond, l'humour prend racine dans ce trauma. Jonathan, vous nous avez rappelé la blague des 7 juifs qui croisent 2 nazis et qui disent « Eux sont 2, nous sommes seuls ». J'ai trouvé ça édifiant d'un réalisme absolu, dans la mesure où on est toujours seul, quand on est marqué comme ça par le sceau de la différence. Il est là, l'humour, dans cette solitude à plusieurs, dans cette noirceur à la Coluche qui exclut celui qui ne sait pas rire de lui-même. Je crois que c'est le seul exclu. C'est Freud qui disait qu'il fallait toujours un exclu pour s'aimer. Et il disait ça en disant forcément le juif on l'aime pas parce qu'on a besoin de s'aimer entre nous. Et c'est comme ça qu'il le ressentait, lui en tout cas, dont les sœurs ont été gazées à Auschwitz. Et moi je dirais celui qui ne sait pas rire de lui-même, c'est celui qu'on peut exclure parce que c'est le cynique raciste qui crée une multinationale paranoïaque par aigreur et jalousie. Contresens, sens induit, sens caché, c'est un humour d'après l'attaque, un humour de jugeote, voilà je dirais ce qu'il y a dans le bouquin, c'est un humour de jugeote qui refuse l'esquive, qui lui préfère la subtilité de 5000 histoires drôles. Alors Judith, Jonathan, il y eut autant d'amour que d'humour, autant d'amour que d'humour, et ça c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Il y eut autant de bons mots que de déchirures, voilà, tout au long de cette émission, voilà ce que je dirais. Autant de bons mots que de déchirures, parce que c'est finalement comme dans un jeu de miroir, quoi. Au fond, la déchirure crée le bon mot, qui crée la déchirure, qui crée le bon mot, et par ricochet, on va peut-être jusqu'à la mort certainement, mais jusqu'à la lumière peut-être, espérons, jusqu'à quelque chose en tout cas qui sache scintiller. En tout cas, ce sont les 2 faces d'une même médaille de vos intelligences, drôles, pertinentes, et pour cela, merci de tout cœur. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Joseph. Ça va Judith? Ah, c'est formidable, magnifique. Bon, mais on savait que ça allait être magnifique. Merci. Que l'émission était formidable parce que Cyrielle, elle est formidable. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous surtout. Merci Joseph Agostini, notre psychanalyste du lundi, venu ce jeudi sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été mes invités aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal pour ce livre, le bouquin de l'humour juif, sorti aux éditions Bouquin. Merci pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Toujours un plaisir de vous retrouver. Et la particularité, ou en tout cas une des forces aussi de l'émission, c'est de pouvoir prendre le temps d'échanger tout en étant à chaque fois dans des rencontres avec beaucoup de chroniqueurs ou d'invités différents. Et c'est un moment convivial, on ne se sent pas seul. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, merci beaucoup, merci à l'artiste Nance d'avoir été mon coup de cœur. Réécoutez cette émission sur radioj.fr, rendez-vous lundi avec mon invité Marc Prince sur Radio J. Merci Judith. C'était le 15h, 16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu.